Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Chose promise, chose due, on va parler du Miami Heat qui pour l'instant sur ses playoffs 2020 réussit un parcours absolument magnifique. Sans embûche, il mène 3 victoires à 0 face aux Pacers d'Indiana et on va voir en quoi ce groupe justement de Miami performe vraiment très bien sur ses playoffs. On va voir comment la structure de ce succès est bâtie, un succès qui est bâti évidemment sous le signe de l'attaque. Miami est avant tout une équipe d'attaque, une équipe qui va chercher de l'efficacité, qui va chercher des paniers à haut pourcentage, mais on verra aussi dans la vidéo que en réussissant à maintenir une défense de qualité, cette équipe de Miami est en train de complètement surclasser les Pacers et quelque part c'est un petit peu surprenant, même si les Pacers sont privés de Sabonis, de leur intérieur All-Star, donc ils sont forcément handicapés, mais c'est quand même quelque part un petit peu surprenant parce que dans des séries qui opposent le 4e au 5e en playoff, on s'attend à deux équipes à un niveau très homogène et à donc une série relativement serrée. Et bien là c'est pas du tout le cas. On a une équipe du Heat qui est en train de complètement se propulser vers le second tour. Il mène 3-0, on le disait. Vous savez que dans l'histoire de la NBA, jamais personne n'a réussi à rebondir d'un déficit de 3 victoires à 0. Donc c'est pas prendre beaucoup de risques de considérer que Miami va s'imposer, va éliminer Indiana. Mais revenons un petit peu sur les succès et sur la structure de cette belle performance du Heat dans ses playoffs 2020. Miami, c'était 7e meilleure attaque de la NBA, 12e défense à l'issue de la saison régulière, donc l'une des meilleures attaques de la NBA. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'antithèse du côté des Pacers, où on est avant tout une défense, 7e meilleure défense NBA, et à contrario une attaque un petit peu plus en difficulté. Vous verrez d'ailleurs en quoi le fait que ces Pacers soient assez faibles en attaque, ça a très bien matché avec cette équipe du 8, on y viendra un petit peu plus tard. Et pour l'instant, donc 3 victoires à 0 pour Miami, 3 gros cartons offensifs, puisque sur les 3 matchs, à aucun moment le Heat sur ces 3 rencontres n'a été en dessous des 110 points marqués pour 100 possessions. Donc on est dans une performance offensive qui est vraiment ultra prolifique et c'est d'autant plus spectaculaire que les Pacers sont une très bonne défense. On y reviendra un petit peu. Mais avant tout, rappelons-nous que cette équipe de Miami a fait ce qu'on pourrait appeler des réajustements bubble, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à Orlando, cette équipe de Miami a pu peaufiner les intégrations de Jay Crowder et de André Iguodala. Miami est typiquement l'équipe qui a bénéficié de cette coupure Covid, de cette suspension de la NBA, parce qu'ils étaient, si la saison régulière ne s'était pas arrêtée, ils auraient été contraints d'intégrer Iguodala et Jay Crowder dans le rythme continu de la saison régulière, où on a très peu le temps de s'entraîner, et où en fait les joueurs s'intègrent pendant les matchs, ce qui est jamais pratique pour prendre confiance, pour prendre ses marques, et c'est d'autant plus compliqué dans une équipe comme Miami qui a quand même un jeu placé mi-terrain assez structuré, qui alterne des séquences d'indiv et de zone en défense, donc il faut être alerte, il faut bien communiquer. Donc le fait d'avoir la coupure, d'avoir le mini training camp avant, qui a duré 3 semaines je crois, les matchs de préparation, ça a permis à cette équipe du Heat de bien intégrer Crowder, de bien intégrer Iguodala, un petit peu comme si on démarrait une nouvelle saison, et ça a été très profitable pour eux. Ça a permis à coach Spoelstra de faire effectivement ces réajustements dans la rotation, parce qu'il y a 2 victimes collatérales des arrivées de Crowder et de Iguodala. C'est que Meyers Leonard et le rookie Nunn sont complètement sortis de la rotation. Nunn est arrivé en retard dans la bulle, il est arrivé pas forcément en forme, il n'a pas spécialement brillé dans les matchs de préparation. Au même moment, Dragic était en train de complètement retrouver des couleurs, donc réajustement sans concession de Spoelstra qui a mis ces deux-là maintenant complètement sur le banc, ils ne jouent plus en match, ils ne sont plus dans la rotation, et qui a pu parfaire les intégrations de Crowder, Iguodala, et qui a remis un petit peu un Dragic qui arrive comme un dragster en pleine forme sur ses playoffs, un Dragic qui a été réintroduit dans le 5, lui qui a été 6e homme quasiment toute la saison, et on verra quand on abordera la partie défensive en quoi les intégrations de Crowder et Iguodala ont permis à cette équipe du Heat
d'arriver encore sur une nouvelle dimension défensive. Cette équipe du Heat, on le disait, c'est avant tout une équipe d'attaque, et une équipe d'attaque efficace et polyvalente, puisque regardez ici à droite, vous avez les play types, dont la composition de l'attaque de Miami sur la saison régulière, et voyez qu'en termes d'évaluation de leur performance, eh bien, il n'y a rien en attaque que cette équipe de Miami ne sache pas bien faire, mis à part les isolations et mis à part un peu l'efficacité sur les rebonds offensifs, sur les petites claquettes. Mais ça, quelque part, c'est un petit peu anecdotique, mis à part dans ces deux compartiments-là, qui représentent in fine pas grand-chose de toute façon du jeu du Heat, vous avez une équipe qui est en excellence partout, qui est dans l'élite de la NBA, et dans le pire des cas, au-dessus de la moyenne, dans toutes les autres composantes. Donc on a une attaque efficace, extrêmement polyvalente, le danger vient de partout, et on a retrouvé sur ces playoffs exactement les mêmes composantes, avec toujours l'isolation où on est en souffrance, mais avec globalement de l'excellence dans les autres compartiments de l'attaque. On le disait, pas un seul match sous les 1,10 points par possession. Pour les 110 points pour 100 possessions, c'est vous dire à quel point l'attaque a été prolifique sur ces premiers matchs du premier tour. Et toute la clé du jeu de Miami, c'est d'avoir un jeu placé mi-terrain qui est extrêmement riche collectivement, puisque regardez sur ces playoffs, Miami est la troisième équipe de la NBA qui génère le plus de passes décisives sur le terrain. On a pratiquement 65% des paniers marqués par Miami qui génèrent une passe décisive à un coéquipier. C'est donc la preuve que derrière la structure offensive de cette équipe de Miami, il y a des solutions. On va faire la bonne passe qui va permettre de servir l'attaquant, soit pour un backdoor vers le cercle, on va servir un Bam Adebayo ou un Jimmy Butler qui coupe vers le cercle et qui finit fort en dessous, soit on va servir les artilleurs à la périphérie qui se retrouvent sur des catch and shoot, qui se retrouvent sur des tirs ouverts et qui peuvent sanctionner à 3 points. Et ce qui est intéressant dans le jeu de Miami, c'est que cette fluidité collective, elle vient de partout. On n'a pas un joueur, on n'a pas un playmaker, on n'a pas un James Harden, un Doncic, un Chris Paul, un LeBron. On n'a pas un joueur qui est le fer de lance de la création offensive sur le terrain, Ben Simmons par exemple. On a une répartition du playmaking qui est tout à fait homogène, puisqu'on a 3 joueurs qui sont à plus de 20% de passes décisives sur le terrain, avec Butler, Dragic et Adebayo. On a un Adebayo qui est impliqué dans le playmaking, notamment avec plein de séquences de hand-off, où je vais remonter à 3 points et où je vais faire des mains à main avec les extérieurs, et qui, en bénéficiant du main à main, derrière prennent un écran, se retrouvent tout seuls et peuvent sanctionner. Et finalement, cette richesse dans le danger, dans le playmaking, permet d'avoir des solutions qui sont dures à défendre, parce que quand vous avez potentiellement 3 joueurs, et même si on rajoute un 4e avec Tyler Hero, quand vous avez 4 joueurs qui peuvent créer la passe décisive pour le coéquipier, vous avez toute la défense qui est en alerte et qui est obligée de se concentrer un petit peu sur tout le monde. Et la richesse offensive du Heat, elle vient aussi de là, dans la capacité à avoir plein de joueurs qui peuvent marquer, mais aussi plein de joueurs qui peuvent faire la bonne passe pour les coéquipiers. Et évidemment, cette richesse offensive, elle permet d'aller servir des tireurs, d'aller servir des artilleurs qui sont dans des bonnes situations pour sanctionner, et qui sanctionnent avec une incroyable efficacité, puisque sur ces playoffs, regardez, on a une équipe du Heat qui, sur les 3 premiers matchs, est à 43% de réussite à 3 points. 43% de réussite à 3 points, c'est juste l'insolence ultime, et c'est d'autant plus spectaculaire que cette équipe du Heat est une équipe qui tire beaucoup à 3 points. C'est la quantité et la qualité. C'est pas comme les Spurs par exemple qui tirent assez peu à 3 points mais ont un très bon pourcentage. On va écrémer quelque part les tirs à 3 points pour ne garder que les meilleurs. Le Heat, c'est on en tente beaucoup, et on en tente beaucoup en efficacité. Et c'est ça qui est d'autant plus spectaculaire, parce que regardez finalement l'attaque de Miami là, sur ces playoffs. Les zones où ils excellent, les zones où ils sont dans des pourcentages de réussite au-dessus de la moyenne NBA, ce sont les zones à 3 points. Mis à part dans le coin droit, où ils sont un petit peu en souffrance, ce 2 sur 11, là, ils piquent un petit peu les yeux.
Mais mis à part dans le coin droit, on est en insolence absolue à 3 points, et même sur les 2 points longs quelque part, dans ces tirs above the break. Donc le above the break, ce sont tous ces tirs-là, dès lors que la ligne à 3 points est en arc de cercle, alors que dans les autres compartiments du terrain, à mi-distance, on n'y est pas, et dans la raquette, on a un pourcentage qui est dans la moyenne NBA, on est à 56%, et la moyenne NBA est à 57-58, donc on est dans la moyenne. C'est vraiment sur le tir à 3 points qu'on va chercher une efficacité incroyable, avec un festival à 3 points, on le disait. On a beaucoup parlé de Duncan Robinson parce que c'est spectaculaire, il a sorti des séries de tirs à 3 points vraiment hors normes, ils sont 55% sur à peu près 7 tentatives par match. Oui, là on est complètement dans l'insolence, mais sorti de Duncan Robinson, on a un Jimmy Butler, oui, qui en tente peu, mais le peu qu'il a tenté, il est à 57%. On a un Dragic qui est à 48%, Hero à 37%, Iguodala à 40%, Duncan Robinson, on le disait, à 55%, ça fait feu de partout, avec une réussite extraordinaire, avec un Robinson qui est la partie un peu émergée de l'iceberg. Il a eu des pertes spectaculaires, mais attention, n'oublions pas Dragic. On en parlera un petit peu plus tard. Il y a une résurgence Dragic qui est pratiquement à 50% de réussite à 3 points sur 8 tentatives par match. Insolence absolue de Dragic, et on retrouve cette richesse collective, on retrouve cette richesse dans la capacité d'avoir du playmaking qui vient de partout. Là, on a du danger à 3 points qui vient de partout. Imaginez, vous devez défendre sur ce hit. Le moindre écran où il y a 2-3 joueurs qui se croisent, le moindre écran entre Butler, Dragic et Duncan Robinson, le moindre joueur qui éclate et qui se retrouve tout seul peut vous allumer. Donc le danger, il est vraiment poléiforme, et c'est l'insolence absolue, avec une mécanique qui est maintenant assez standard en NBA, dans cette NBA moderne, une mécanique assez classique, avec des joueurs qui vont faire la fixation. Jimmy Butler, qui est vraiment le point d'ancrage de l'attaque, de cette attaque du hit, avec une fixation. Je vais essayer de fixer en dribble, attaquer le cercle. Dès que la défense s'écroule sur moi, eh bien je ressors sur les tireurs, ou bien je suis en fixation en dribble, il y a du démarquage sans ballon, et puis il y a un tireur qui jaillit, je le serre, et puis il peut sanctionner en catch and shoot. Regardez, entre Hero, Robinson, Crowder et Dragic, on a 4 joueurs qui sont dans des rendements absolument insolents sur les spot-up. Donc les spot-up intègrent les catch and shoot, je récupère et je tire, mais intègrent aussi les feintes de catch and shoot et drive. C'est-à-dire, je récupère la balle, je fais feinte de tir, le défenseur saute, et derrière j'attaque le cercle et je vais trouver le lay-up. Ça intègre les deux, et tout ce travail de fixation, tout le travail de création collective du hit, eh bien, il permet d'aller chercher des réussites absolument insolentes derrière pour ces joueurs de complément quelque part autour de Jimmy Butler, Duncan Robinson. On disait partie émergée de l'iceberg. Regardez, il a même pas tenté un tir à mi-distance en 3 matchs. Il n'a pas tenté un tir à mi-distance. Bienvenue en 2020, bienvenue dans la NBA de 2020 où le tir à mi-distance n'existe plus, et c'est soit lay-up en dessous, soit 3 points. Et quand vous avez une shooting chart comme ça, évidemment, vous ne vous posez même pas la question de pourquoi on ne tire plus à mi-distance. On est dans la maximisation absolue de l'efficacité dans le basket moderne, et cette équipe du Heat, et bien voilà, catch and shoot, on a la fréquence, la plus grande fréquence de la NBA sur les catch and shoot, on est à pratiquement 36%. 36% de nos tirs sont pris en catch and shoot, c'est complètement fou. Et on a l'efficacité, on est à 71% au tir pondéré. Donc c'est la moyenne des tirs à 2 points et 3 points sur les catch and shoot. Voilà. Si vous voulez de l'insolence, et eh bien là vous en avez en bâton. Vous en avez en bâton, et on a une équipe en face d'Indiana qui est complètement dépassée, qui n'arrive plus à défendre face à ce bombardement massif de loin. Et c'est d'autant plus spectaculaire que cette équipe d'Indiana, c'était la 3e meilleure défense de la NBA cette saison, sur la saison régulière. C'est la 3e meilleure défense de la saison régulière sur les tirs à 3 points. Donc on pouvait vraiment s'attendre à une confrontation Miami Pacers serrée, avec du Heat qui se base beaucoup sur le tir à 3 points pour exister en attaque, versus une équipe des Pacers qui défend très bien le 3 points. Donc on pouvait s'attendre vraiment à un choc frontal et à une série serrée
Eh bien, pas du tout. On a une équipe du Heat qui a complètement surclassé la défense du Pacers, qui est aussi dans une forme d'insolence, on y reviendra, et du coup on a une équipe d'Indiana qui est complètement dépassée, qui subit ce bombardement massif de loin, et joint à ce bombardement massif de loin, il y a aussi une très bonne capacité du Heat à aller provoquer des fautes et à aller tenter des lancers francs à haut pourcentage, et là c'est le droite-gauche qui finit en uppercut, qui met KO cette équipe des Pacers, parce que quand vous allez marquer des points au lancer franc, vous allez chercher des points à 80% de réussite, à 75-80% de réussite. Donc dans les deux compartiments du basket qui sont les plus rémunérateurs, le tir à 3 points, parce que c'est majoré, parce qu'on arrive à en mettre à 40% de réussite, et sur la ligne des lancers francs où on arrive à être à 80% de réussite, eh bien on a une équipe du Heat qui va complètement maximiser son attaque, parce que regardez sur ces playoffs, cette équipe de Miami, c'est l'équipe qui en fréquence tente le plus de lancers francs. On a 45% de lancers francs tentés par rapport à nos tirs tentés. Donc si on tente 100 tirs, on tente 45 lancers francs, c'est le ratio le plus élevé de la NBA sur ce début de playoff, et là vous comprenez effectivement comment du côté des Pacers ça devient insoluble, parce que dès qu'on est focalisé un peu sur les tireurs, on sort haut, eh bien on a un Jimmy Butler, on a un Dragic, on a un Tyler Hero qui drive, et derrière le drive, eh bien la défense des Pacers est un petit peu en retard et fait faute, et envoie cette équipe du Heat au lancer franc chercher les points à haut pourcentage, et c'est complètement à l'initiative de Jimmy Butler, le catalyseur, qui fait quelque chose d'assez spectaculaire cette saison avec Miami, parce que au niveau des stats individuelles, il a des stats notamment aux réussites au tir qui sont parmi les plus faibles de sa carrière, en tout cas parmi les plus faibles de sa carrière en tant que joueur All-Star, que de joueur majeur de la NBA, et pourtant, derrière cette maladresse relative de Jimmy Butler, eh bien on a une équipe du Heat qui performe. Et pourquoi on en est là? Parce que regardez, Jimmy Butler, il est à 45% au tir pondéré, donc il a de très loin le plus faible pourcentage au tir de son équipe du Heat, mais il arrive à être à 59% au tir réel. Et pourquoi il arrive à être à 50% au tir réel? Parce qu'il tente un max de lancers francs dans ce début de playoff. Il va driver. Quand il est bien défendu, il force un peu, c'est bien contesté, et il envoie brique sur brique, mais il continue à être agressif, il va driver vers le cercle, et dans la continuité de cette agressivité, il fait tomber des fautes, et il va mettre des points sur la ligne des lancers. Et ce différentiel, on est à 45% au tir réel, mais on finit à 59% au true shooting, est absolument spectaculaire, parce que d'habitude, regardez, ça va de pair. Regardez par exemple Dragic, il fait un 58-59. Regardez Iguodala, il fait un 77-77. C'est généralement corrélé. Eh bien, chez Butler, pas du tout. On est maladroit sur les tirs, mais on va derrière provoquer des fautes, tenter plein de lancers, des lancers qu'on met en efficacité, et on compense comme ça derrière. Et regardez, quand on regarde les playtypes de Jimmy Butler, bah ouais, sur le pick and roll, il va chercher 0,6 points par possession, c'est catastrophique. On est à 35% de perte de balle en plus. Sur l'isolation, c'est pareil. Typiquement, c'est quand l'attaque placée de Miami a un peu capoté, il ne se passe plus rien. Les démarquages n'ont permis de libérer personne, et ben c'est Butler qui va un peu charbonner. Et puis qui va être un peu celui qui va chercher les fautes, idem en transition. C'est lui le catalyseur du jeu en transition. On en avait beaucoup parlé l'année dernière, quand avec Philadelphie, il avait beaucoup aidé cette équipe de Philadelphie en étant celui qui soulage un peu Ben Simmons de la montée de balle en transition et qui apportait du playmaking, de la finition. Et bien il fait pareil avec le Heat, avec une très belle efficacité en transition et avec surtout une très belle capacité à provoquer des fautes et à aller mettre des points en lancer franc sur les séquences de contre-attaque. Butler le catalyseur et Dragic le phénix. Alors il n'est pas de retour aux Suns, mais on a un Dragic qui est complètement revigoré et qui arrive lancé à pleine vitesse, le Dragic, le dragster, dans ses playoffs, puisque regardez, il joue à peu près 34 minutes par match, il est repassé titulaire avec
le passage de Kendrick Nunn en did not play coach decision, le cauchemar de tous les joueurs NBA qui se retrouvent au bout du banc, qui ne jouent plus. Et on a un Dragic qui arrive avec 48% au tir, 48% à 3 points, qui participe aux séquences de playmaking. Il a un assist turnover ratio supérieur à 2 et il arrive avec 23 points par match. Je vous le disais, on parle beaucoup de Duncan Robinson parce qu'il a eu les perfs à 3 points spectaculaires, mais le joueur qui tente le plus de 3 points dans cette équipe du Heat et qui est lui aussi en insolence absolue, c'est Dragic. Et le succès du Heat jusqu'à présent, la surinsolence offensive du Heat jusqu'à présent, elle est aussi complètement à mettre au crédit de Dragic qui arrive avec 60% de tir réel, avec 42% quasiment de taux d'utilisation du 3 points, et avec derrière eh bien, des séquences de playmaking, des séquences de création, une défense solide et finalement une performance très très impactante pour Miami. C'est l'autre joueur avec Jimmy Butler qui contribue un petit peu à la fixation, je ressors pour les tireurs, ou fixation drive, et c'est pareil, on va retrouver le joueur qui est laissé seul. On a beaucoup parlé de l'attaque, mais ne sous-estimons pas la performance aussi défensive de cette équipe de Miami dans cette opposition face aux Pacers, parce que des équipes qui surperforment en attaque en playoff mais qui ne gagnent pas, il y en a d'autres. Et il y a une équipe qui s'appelle les Denver Nuggets dans une conférence un peu plus lointaine, mais qui joue aussi également à Orlando, qui font également des playoffs absolument remarquables en termes d'insolence offensive, en termes de performance offensive, en termes de réussite à 3 points. Les Nuggets, sur leur premier match, ont une réussite à 3 points absolument insolente, mais derrière, ils sont menés 3-1 face à cette équipe du Jazz. Pourquoi ? Parce que les Nuggets, ils surperforment en attaque, mais ils sous-performent en défense. Résultat, ils prennent plus de points qu'ils en encaissent, et derrière, ils sont menés. Eh bien, le Heat, ils arrivent à surperformer en attaque. Mais ça, c'est quelque part un peu dans l'ADN du Heat cette saison. On connaissait cette équipe de Miami pour ses qualités d'attaque, et on arrive à complètement eh bien, limiter ce qui était jusque-là un petit peu notre faiblesse. Faiblesse avec un gros guillemet, parce que la défense du Heat n'était pas non plus catastrophique cette saison. Mais on arrive en tout cas à parfaitement museler et éteindre cette équipe des Pacers, et on va performer dans les deux compartiments du basket, en étant surefficace en attaque et en faisant quelque chose de tout à fait correct en défense. Et justement, la clé de l'intégration de Iguodala et de Jay Crowder, c'est que cette équipe de Miami maintenant, avec ce qu'on pourrait considérer quand même comme un small ball, parce que le seul vrai joueur de grande taille sur le terrain, c'est Bam Adebayo. On a une équipe du Heat qui joue avec ce qu'on pourrait appeler Jay Crowder en power forward, même si ça ne veut plus rien dire dans la NBA moderne, mais on se retrouve quand même avec un front de courte relativement petit, avec Jimmy Butler, Crowder et Bam Adebayo. Donc on joue small ball, on joue ce qu'on appellerait aujourd'hui du small ball, mais le fait d'avoir cet assemblage de petite taille sur le terrain, ça permet d'avoir une équipe de Miami qui change sur tous les écrans. Pas de problématique de devoir masquer nos intérieurs de grande taille. Je pense à Porzi du côté de Dallas, je pense à Joel Embiid du côté des Sixers, je pense à Steven Adams du côté d'OKC. On n'est pas dans ces problématiques-là où on a notre grand qui peut être un peu ciblé par les attaques adverses sur le pick and roll. C'est pas du tout le cas du côté du Heat, on change sur tous les écrans. Et dès lors que vous changez sur tous les écrans et que ça ne génère pas vraiment de mismatch, parce que quand vous avez un Bam Adebayo qui change et qui se retrouve sur un Victor Oladipo par exemple en face, ou sur un TJ Warren, eh bien, il n'est pas ridicule en défense, parce qu'il a effectivement une belle envergure, il a une belle mobilité, et vous avez comme ça une défense du Heat qui a parfaitement réussi à contenir le pick and roll des Pacers, puisque regardez sur le pick and roll porteur de balle, on a une équipe d'Indiana qui est à 0,55 points par possession. C'est l'extinction complète du pick and roll des Pacers, et c'est d'autant plus spectaculaire que cette équipe d'Indiana était une équipe qui basait énormément son attaque sur le pick and roll porteur de balle. On en faisait 19% du temps avec une efficacité qui était quand même correcte
en NBA cette saison. On est passé de 19 à 9%. On n'a plus de solution d'attaque sur le pick and roll porteur de balle, parce qu'à chaque fois qu'on fait un écran, ça change, et notre porteur de balle, eh bien, il se retrouve muselé. Il n'a pas la petite séparation qui lui permet de soit aller driver, soit de prendre le petit tir. Et on a comme ça une équipe des Pacers qui a été complètement neutralisée dans son jeu d'attaque et qui a été complètement enrayée dans ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et derrière, cette équipe des Pacers n'a pas trouvé de solution. Et c'est là où je vous disais qu'une équipe des Pacers, 19e attaque de la NBA, ça matche très bien avec Miami parce qu'on n'a pas l'arsenal offensif pour aller mettre en difficulté Miami dans ce que l'équipe faisait de moins bien, à savoir défendre. On n'a pas des Pacers qui sont en capacité d'appuyer là où ça fait mal. Et du coup, eh bien, on a des Pacers qui souffrent en défense, ce qui est pourtant ce qu'ils arrivent à faire le mieux, et qui également souffrent en attaque, et ça on pouvait s'y attendre, parce que c'est pas quelque chose dans lequel cette équipe d'Indiana a performé cette saison, et c'est d'autant plus vrai en l'absence de Sabonis, qui a amené quand même de la finition en dessous, un petit peu de jeu d'eau au panier, et qui a amené aussi sur le pick and roll des séquences où on va retrouver le poseur de l'écran pour qu'il puisse sanctionner à mi-distance ou à 3 points. Et du coup, on a une équipe des Pacers complètement enrayée, qui a vu sa fréquence de pick and roll et porteur de balle et poseur de l'écran qui ouvre et qui récupère pour tenter un tir, passer de 27% à 14%. On a le cœur de l'attaque des Pacers qui a été diminué par 2 en fréquence, parce que cette défense du hit qui change sur tous les écrans a complètement neutralisé le jeu d'attaque placé des Pacers. Et ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que Miami était l'équipe cette saison qui utilisait le plus la zone en défense. On l'utilisait à peu près 10% du temps, donc ça veut quand même dire que sur un match où on joue en moyenne 100 possessions, on allait lancer 10 possessions défensives, 10-12 possessions défensives, avec des schémas de zone. Et bien sur ces playoffs contre les Pacers, pour l'instant, on n'a pas vu une seule fois Miami utiliser la zone parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin parce qu'en changeant sur tous les écrans, eh bien, ils ont quelque part cette forme de défense de zone, ils ont cette forme de défense ultra flottante où les assignements individuels finalement ne comptent plus vraiment parce que dès qu'il y a un écran, eh bien, on change, on n'accompagne pas son joueur. Ce qui fait que finalement, eh bien, dans l'arc tactique défensif du hit, eh bien, on a encore une corde qu'on n'a pas utilisée, c'est la corde zone qu'on garde peut-être pour la suite. Et puis là où aussi cette défense du hit s'en sort très très bien, c'est qu'on est passé en formule small ball, on est passé en formule où on change sur tous les écrans, où on est très mobile, où on conteste bien le pick and roll, où on conteste bien les tireurs, et on a fait ça sans sacrifier en qualité de rebond, puisque regardez sur ces 3 premiers matchs, on a des Pacers qui sont la 5e meilleure équipe au rebond de la NBA, parce que justement en face, les Pacers, ils sont aussi dans une démarche small ball, ils sont aussi avec Miles Turner et TJ Warren à l'intérieur. En face, on joue aussi petit, et finalement on a une équipe du 8 qui est gagnant sur les 2 tableaux. On sacrifie de la taille pour la vitesse en défense, et finalement ce sacrifice de taille ne nous pénalise pas au rebond, ce qui est normalement la logique quand vous entrez dans ce schéma. Demandez aux Rockets, qui vont complètement abandonner les rebonds, en embrassant complètement la logique small ball, en se mettant complètement dans une logique de on va être surefficace en attaque, donc tant pis si on n'a pas les rebonds. Là du côté du hit, on est gagnant sur les 2 tableaux, on a le beurre et l'argent du beurre. Si ça c'est pas merveilleux, et évidemment derrière on a une équipe du hit qui a une défense solide, puisque elle force des tirs compliqués, et derrière on arrive à arracher le rebond et lancer derrière une transition ou lancer une séquence de jeu placé. Donc a priori c'est pas prendre gros risque d'imaginer que cette équipe du hit va du coup éliminer les Pacers et se retrouver au tour suivant face aux Milwaukee Bucks, une série qui promet d'être passionnante parce que l'équipe de Miami a battu 2 fois les Bucks cette saison sur 3 rencontres, et on sent que cette équipe du hit, eh bien, elle a peut-être les ressources pour aller bien gêner cette équipe des Bucks. Ça va être vraiment à suivre. Maintenant, attention, l'attaque des Bucks, ça n'est absolument pas l'attaque Pacers. Donc la capacité d'appuyer là où ça fait mal, d'appuyer là où Miami peut être un petit peu en défaut, ces Bucks évidemment
ils peuvent le faire. Après, attention, le sacrifice de taille du Heat pour gagner en vitesse en défense, qui ne les pénalise pas au rebond face aux Pacers, ça sera toute une autre histoire face aux Bucks, qui sont l'une des meilleures équipes au rebond de la NBA, mais ça promet une série absolument passionnante. En tout cas, jusque-là, Miami a été complètement dans ses standards. On a retrouvé sur les playoffs le Heat qu'on connaissait de la saison régulière, avec beaucoup de jeux collectifs, avec beaucoup de circulation du ballon, avec beaucoup de jeux sans ballon pour aller démarquer les tireurs, pour aller servir les tireurs dans des situations où ils ont des paniers clés en main, et ils ont excellé dans ces paniers clés en main à 3 points avec une réussite insolente. Donc on a une équipe de Miami qui est la meilleure version d'elle-même dans ces playoffs. C'est le Heat version Nietzsche, deviens ce que tu es. Les Heat sont devenus ce qu'ils étaient déjà, mais en version encore plus efficace. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne se réinvente pas en playoffs. On ne fait que récolter ce qu'on a semé, et le Heat récolte à merveille ce qu'ils ont semé durant cette saison régulière et s'appuie sur ce qui a été leur force. Et eh bien, ils répondent présent dans ces playoffs, ils répondent présent au meilleur moment. La confrontation face aux Bucks va être vraiment intéressante. Maintenant, attention, attention, attention. Ne nous enflammons pas. Le cœur quand même de la réussite, de l'excellence de Miami jusque-là, est quand même basé sur une adresse insolente à 3 points. Et on a du mal à imaginer Duncan Robinson, Jimmy Butler et Dragic rester à 50% de réussite à 3 points sur l'intégralité des playoffs. Spécifiquement quand ils vont tomber face aux Bucks, qui sont quand même une équipe affûtée en défense, même si le cœur de la défense des Bucks, c'est de verrouiller la raquette et de laisser les tireurs à 3 points tout seuls. À voir si finalement le Heat ne peut pas l'exploiter. Mais voilà, une série qui promet d'être vraiment intéressante. Les Bucks seront un autre client. C'est une toute autre histoire, mais évidemment qu'on suivra ça de près. Bon match à tous.